Le maître du noir, Pierre Soulages, est mort à 102 ans. Une immersion à 360 degrés dans les aventures de Tintin et Black Indians. Une exposition aussi colorée que politique au musée du Quai Branly. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. J'aime l'autorité du noir, sa gravité, son évidence, sa radicalité. Le noir était la couleur de prédilection de Pierre Soulages. En travaillant ses reflets et ses nuances, le peintre en faisait surgir la lumière. Ses œuvres se vendent aujourd'hui à plusieurs millions d'euros. Il est mort ce mercredi à l'âge de 102 ans. Retour sur sa carrière. Pierre Soulages, c'était le peintre français contemporain le plus célèbre au monde, au point d'avoir son propre musée à Rodez et des rétrospectives de son vivant. Tout ça grâce à ses tableaux tout noirs. Un style radical né par accident en 1979. J'étais en train de peindre et j'avais recouvert ma toile complètement avec du noir. Je croyais que tout était fichu et je continuais à peindre. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçu que je travaillais avec autre chose que du noir. Je travaillais avec de la lumière. Il appelait ça des outres noires. Quand on regarde en détail, les reflets de la lumière font ressortir les aplats, les rainures. Ces tableaux, c'est presque de la sculpture. Dans ce musée de Montpellier où certaines de ses toiles sont exposées, à l'annonce de sa mort, les visiteurs sont émus. C'était comme une évidence en fait de venir ici le plus rapidement possible pour se recueillir et pour faire un dernier adieu, même s'il restera dans les livres d'histoire à jamais. Enfant, à Rodez, dans l'Aveyron, Pierre Soulages noircissait ses cahiers d'écolier pour, disait-il, faire ressortir le blanc. Sa région natale l'inspire, ses paysages sauvages. Cette abbatiale du XIIe siècle à Conques, dont il réalisa les vitraux à la fin des années 80, il l'avait visité enfant. Un choc, une révélation. J'étais très impressionné, par ce que j'ai vu, par l'architecture, par la sculpture, par l'art. Et je crois que ce jour-là, au fond de moi, j'ai décidé de m'occuper de ces choses-là. C'est encore dans l'Aveyron, à Rodez, qu'ouvre un musée Soulages en 2014. Honneur inédit pour un artiste contemporain. Le directeur du musée lui rend aujourd'hui hommage. Je suis très triste, j'ai beaucoup de douleur. Et à la fois, je suis très optimiste parce que je pense que Pierre va nous aider là où il est. Les tableaux de Pierre Soulages sont exposés dans les plus grands musées du monde. La mort m'importe peu, disait-il, tant que mes toiles vivent. Du noir de Pierre Soulages à une explosion de couleurs. Le musée du Quai Branly propose cet automne de découvrir l'univers carnavalesque des Afro-Américains de la Nouvelle-Orléans. Une tradition qui remonte au temps de l'esclavage et de la ségrégation est toujours utilisée aujourd'hui pour dénoncer l'oppression subie par les Noirs aux États-Unis. Reportage de Julien Sauvager. Musique, strass, plumes et paillettes. Bienvenue au carnaval de la Nouvelle-Orléans. Un événement festif, mais aussi un rendez-vous traditionnel des Black Indians. Ces Afro-Américains qui se déguisent en Indiens pour mieux dénoncer les travers de la société américaine. À l'origine, dans le bouillon culturel de la Nouvelle-Orléans, les premiers Afro-Américains s'approprient le carnaval dans une Amérique esclavagiste, ségrégationniste, toujours marquée par des différences sociales inhérentes à la couleur de peau. Les Black Indians sont une référence, un hommage aux Amérindiens, compagnons d'infortune dans cette Amérique en construction. L'idée d'Afro-Amérindien émerge avec la rencontre du peuple amérindien et des anciens esclaves africains. Ils ont profité de l'imposition du catholicisme avec son calendrier liturgique pour pouvoir se célébrer eux-mêmes, leurs dieux, et aussi résister à l'oppression à laquelle ils étaient confrontés à travers l'expression de leur créativité. Au fil des ans, les costumes deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus beaux, de plus en plus tapageurs, demandant parfois jusqu'à 1 an de travail. Unique, il est porté par le Big Chief, le représentant d'un groupe, d'une communauté.
pour être un Big Chief, il faut que tu aies des qualités au niveau de ta communauté qui sont importantes. Tu ne deviens pas un Big Chief parce que tu peux l'être parce que ton père l'a été, mais tu dois faire preuve d'un rapport au social, je dirais, très important. Donc, tu dois faire partie de groupes d'entraide, tu dois t'occuper, tu dois avoir une bienveillance et une intelligence sociale importante. L'exutoire du Mardi Gras est aussi une expérience cathartique nécessaire pour affronter la réalité d'hier et d'aujourd'hui. Bruce Sunpine, Big Chief, se sent libre derrière ce masque, à l'instar de ses ancêtres esclaves. Ce costume est médicinal. Ça veut dire que j'ai pas assez d'argent pour aller en thérapie ou voir un psy. Je suis un homme brutalisé de toutes les manières possibles. Peu importe où je vais dans le monde, les gens vont me regarder différemment. Je le vois sur leur visage. Je ne peux pas les réparer, je dois d'abord me réparer. Je dois le faire. Du coup, montrer et partager de l'amour de cette manière, c'est aussi dire que je suis concerné par les autres. Suite au passage de l'ouragan Katrina, Mardi Gras connaît un regain de popularité. Face aux destructions, aux discriminations, la solidarité redevient centrale. La tradition aussi. Et malgré son entrée au musée, le mouvement des Black Indians est et reste une tradition vivace et vivante. Et puis l'art vaut-il plus que la vie? C'est la question posée par des activistes environnementales alors qu'elles venaient de jeter de la sauce tomate sur un tableau de Van Gogh. Les actions spectaculaires visant les œuvres d'art se multiplient, mais l'urgence climatique peut-elle tout justifier? Élément de réponse. Le temps des paroles, c'est fini. Maintenant, c'est le temps de l'action. La statue du roi Charles III, entartée au musée de cire de Londres. Un acte signé Just Stop Oil, Stop aux énergies fossiles. C'est un tableau de Claude Monet, Les Meules, valeur 76 millions d'euros qui a été recouvert de purée par d'autres activistes allemands, ceux-là au musée de Potsdam. On vit une catastrophe climatique. Et vous, tout ce qui vous fait peur, c'est de la purée sur une peinture. Il y a une semaine, des militants écologistes avaient lancé de la sauce tomate sur les tournesols de Van Gogh, 40 millions d'euros, à la National Gallery de Londres. Chaque fois, le message se veut le même. Il y a urgence absolue à agir pour le climat, des actions violentes plus ou moins bien perçues. Ça va attirer l'attention, mais ça va l'attirer d'une mauvaise façon, en fait. Je m'attaque à une œuvre qui, elle, n'a rien demandé. Je trouvais ça un poil exagéré. Je ne sais pas si l'art a quelque chose à voir avec le sujet, et le sujet a quelque chose à voir avec l'art. C'est des grosses œuvres qui ont été touchées, tant mieux, parce que ça va porter le message plus loin. Moi, je leur souhaite de continuer, je leur souhaite d'avoir ce courage-là. Mais peut-on parler de courage, de détermination sûrement, en tout cas. Les activistes de l'écologie revendiquent ce mode d'action radical. Vu que visiblement ça n'a pas l'air de choquer le fait qu'il fasse 20 degrés à Paris en octobre et qu'il fasse 35 degrés dans le sud en octobre, peut-être que s'attaquer à des choses qui nous touchent plus, peut-être l'art, de s'attaquer à des tableaux très connus, ça a aussi cette valeur-là de visibiliser en fait ce combat-là et cette urgence à mener. Action coup de poing en Angleterre et en Allemagne, mais la France n'est pas épargnée. En juin dernier, la Joconde a été tartinée de gâteaux au musée du Louvre. À ce jour, aucune des œuvres n'a été abîmée, fort heureusement protégée par des vitres. Et puis, vous avez sans doute tous déjà feuilleté un de ses albums, Tintin, le héros inventé par Hergé. Jusqu'au 20 novembre prochain, l'Atelier des Lumières à Paris propose une exposition immersive pour revivre les aventures du petit reporter et son célèbre compagnon à quatre pattes, Milou. Embarqué dans la fusée qui décolle pour objectif Lune, ou tout au fond de la mer à la recherche du trésor de Rackham le Rouge, c'est une immersion à 360 degrés dans les aventures de Tintin et les fans du reporter à la houppette sont conquis. Tintin, c'est comme un personnage qui existe pour moi, qui a fait vraiment des vraies aventures. Ça fait trop plaisir de voir Tintin d'une autre manière que la BD ou le dessin animé aussi. Ça bouge beaucoup et on n'a pas le temps parfois de bien se remettre dans l'histoire. Dans cette exposition immersive qui dure 35 minutes, il y a donc les dialogues originaux, les personnages clés et les couvertures cultes. Presque 40 ans après la disparition d'Hergé, c'est donc une nouvelle façon de redécouvrir Tintin, beaucoup plus moderne. Très importante pour les ayants droit, puisqu'Hergé avait refusé que d'autres que lui dessinent ses personnages. Tintin ne sortira pas de nouvel album, en tout cas dans cette époque, c'était le souhait d'Hergé. Et je crois qu'il a réalisé une œuvre accomplie et on n'a pas du tout l'intention de créer un nouvel album.
L'ensemble des albums a donc été numérisé un à un pour être projeté dans cette surface de 5000 m². Un sacré défi technique pour l'Atelier des Lumières. C'est à peu près 1 an de travail, avec quasiment une trentaine de personnes qui vont travailler sur ce projet, entre nos équipes et celles des studios. Et voilà, pour une exploitation qui, derrière, on l'espère, va durer quelques années. À 93 ans, Tintin a donc pris le virage du numérique pour le plus grand plaisir des jeunes générations. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec des images de quelques-uns des plus beaux films d'Akira Kurosawa. Jusqu'au 28 novembre prochain, la Cinémathèque de Paris consacre une grande rétrospective au cinéaste japonais disparu en 1998 et auteur de chefs-d'œuvre comme Les 7 samouraïs ou Kagemusha, l'ombre du guerrier. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.